Alors, bonjour, bon matin. Merci d'être là. Merci pour l'invitation au KIC aussi. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin et puis faire partie de ce beau festival. Donc, oui, je m'appelle Rosalie Dumont-Gagné. Je suis originaire de la ville de Québec, mais j'habite à Montréal et j'y travaille depuis une quinzaine d'années environ. Mon travail multidisciplinaire se situe principalement dans les champs de la sculpture et de l'installation, tout en impliquant depuis un certain nombre d'années l'utilisation du numérique aussi. Cette intégration du numérique s'est produite de façon assez naturelle, le numérique donc étant devenu un autre médium finalement qui alimente ma démarche artistique puis me permet de donner forme à mes idées. Aujourd'hui donc je vous propose de faire... Merci. Ça va, vous m'entendez bien? Parfait. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vous propose de faire un survol en fait de l'évolution de la démarche artistique qui m'a mené à la réalisation de Règne artificiel 4, l'œuvre que je présente ici à Namur dans le cadre du Festival KIC. Donc, dans mes propositions, je m'intéresse au rapport entre microcosme et macrocosme, entre rêve individuel et collectif, et aussi au rapport entre la technologie et la nature. Je définis mon approche de l'art en établissant un ensemble de paramètres à l'intérieur desquels je travaille pendant un certain temps. Je me retrouve comme ça avec les règles d'un jeu qui n'est pas sans rappeler la méthode empirique. L'atelier est mon laboratoire, et puis où je fais mes expériences, et quand je suis suffisamment étonnée ou fascinée par les résultats, eh bien, je les partage avec le public. Je peux m'imaginer que dans une autre vie, j'aurais pu faire carrière dans un domaine scientifique, ou même si j'étais née au Moyen Âge, peut-être j'aurais été alchimiste ou quelque chose comme ça, et probablement brûlée sur un bûcher aussi, mais bon. On est en 2019 et durant plus de 5 ans, en fait, ma pratique avec une combinaison d'objets usuels, de structures métalliques et de verre soufflé pour fabriquer des réceptacles aux aspects organiques qui peuvent contenir de l'eau, des plantes aquatiques et aussi d'autres formes de vie. Par exemple, donc c'est ça, la phénoménologie de la matière et de la perception est vraiment au cœur aussi de mon travail. Comme par exemple dans cette œuvre-là où je revisite en fait le phénomène découvert par Foucault, où l'oscillation d'un pendule produit une représentation graphique du mouvement de la rotation de la Terre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà observé un pendule de Foucault. Je propose de regarder un court extrait vidéo en fait. Peut-être sauter l'intro. Même on va aller jusque-là. Donc, pour moi, c'est une chose de savoir au niveau intellectuel que la Terre tourne sur elle-même, mais de voir comment un mouvement à l'échelle cosmique peut être traduit dans le sable à l'échelle humaine. Pour moi, à ce moment-là, ça devient une expérience incarnée qui peut quand même donner un certain vertige. Ça fait prendre conscience, finalement, de notre position dans l'univers. Donc, dans cette perspective d'approche phénoménologique de la matière, l'apprentissage par compagnonnage et la collaboration avec des artistes, des artisans, des spécialistes ou encore des techniciens ont toujours vraiment été au cœur de ma démarche. Par collaboration, j'entends littéralement se mettre les mains dans la pâte, non pas dans la perspective de devenir moi-même une spécialiste souffleur de verre ou encore une spécialiste de l'électronique, mais suffisamment pour comprendre à travers une expérience concrète les possibilités offertes par un médium ou par une technique. Dans cette perspective-là, un travail de collaboration avec des artisans verriers au Mexique, échelonné sur une période d'environ 4 ans, m'a permis d'explorer le phénomène du verre en fusion. Donc, le verre en fusion, sous l'effet du souffle, a
le potentiel de matérialiser et capturer l'attention qui est créée par la rencontre, dans le fond, de cette bulle en expansion avec une structure de métal rigide. C'est la façon que je travaillais. Donc, je fabriquais les cages en métal, si on veut, et puis la bulle de verre prend forme naturellement dans l'espace qui est créé par la structure. Et puis, je me plais à voir dans ces formes-là, en fait, dans les formes qui résultent de ce principe, de cette approche-là, une métaphore de la nature humaine, dans l'optique où c'est une nature qui est définie par la rencontre des tensions exercées par un cadre extérieur, puis l'impulsion du souffle intérieur. Autour de 2006, donc en 2006, mon expérience avec la matière en tant que sculpteur m'a amené à travailler comme assistante de recherche pour Bill Vorn. Peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est un pionnier dans le domaine de la robotique à Montréal. Donc, en travaillant comme ça au sein d'une équipe où j'étais principalement en charge de la partie matérielle, fabrication, des expertise, recherche d'expertise, supervision de la réalisation des éléments sculpturaux. Donc, c'est là que se sont manifestées aussi les premières influences concrètes du numérique sur mon travail. Donc, ma production par la suite, tout en s'inscrivant en continuité dans ma pratique, avec ma pratique initiale, a commencé à impliquer l'utilisation de matériaux souples et gonflables combinés à des dispositifs électroniques simples. Le fil conducteur de ma pratique demeurant toujours le souffle, mais les sculptures ont commencé à acquérir une présence dynamique à travers un mouvement qui, à son tour, introduit la notion de temporalité aussi dans l'œuvre. Le souffle, pour moi, c'est cette fonction vitale qui permet, entre autres, de faire le pont entre le conscient et l'inconscient. On peut respirer, en fait, c'est une fonction vitale, on respire sans avoir à y penser, heureusement, mais on peut aussi choisir de respirer consciemment, c'est-à-dire de réguler son souffle. On sait que le fait d'exercer un certain contrôle sur sa respiration entraîne des effets d'apaisement à la fois sur l'esprit, mais aussi sur l'état physique. À l'inverse, quand on devient agité, notre respiration s'emballe et puis elle peut devenir plus courte, plus accélérée. Chez nous, au Québec, quand quelqu'un est très énervé ou en colère, on dit souvent « respire par le nez ». Alors, je vous propose de regarder un petit extrait vidéo de cette première pièce, en fait, qui impliquait en fait ma première expérience avec les objets gonflables. Donc, cette première expérience avec une structure gonflable qui respire m'a amené à imaginer par la suite la première manifestation de règne artificiel où j'ai commencé à travailler avec des détecteurs de présence pour engager davantage les visiteurs dans l'expérience de l'œuvre qui, en même temps, a acquéri un caractère plus immersif. Dans ce travail, en fait, dans cette présentation qui a eu lieu à la galerie de l'Œil de Poisson à Québec, la porte, on avait abaissé l'entrée, en fait, de la galerie. Cette porte devait faire peut-être 1,50 m de haut, pas plus. Et dans le fond, c'est une porte qui rappelle d'un côté une certaine forme d'architecture sacrée et qui contraignait aussi le visiteur, dans le fond, à s'incliner pour rentrer dans l'espace. Donc, ça mettait en place un certain état d'esprit parce qu'on devait faire des contorsions physiques pour pénétrer dans la salle. Contorsions physiques qui, pour moi, peut être perçue comme une espèce d'acte d'abandon. On sort de l'aspect du mode représentation, puis on se rapproche plus de la perception, donc pour se mettre dans un état d'esprit. Et d'un point de vue plus ludique aussi, ça peut rappeler la petite porte dans Alice au Pays des Merveilles. La petite porte à travers Alice bascule dans un autre monde.
L'installation, donc, se présentait dans une petite salle d'environ 9 mètres carrés et puis était composée d'une myriade de cellules gonflables. Formellement, donc, inspiré de l'imagerie cellulaire, chaque élément est suspendu au plafond de façon à créer une espèce de canopée et tout ça était baigné dans une atmosphère de lumière bleutée. Lorsque les visiteurs entraient dans l'espace, je me plais à dire dans l'espace des cellules, ces dernières s'animent d'un lent mouvement d'expansion-contraction qui peut, encore une fois, rappeler la respiration. Je vous montre un bref extrait. La musique que vous entendez, en fait, n'était pas partie intégrante de l'œuvre, mais bien celle d'une installation de Jocelyn Robert qui présentait dans la galerie, dans la grande galerie de l'œil en même temps. Par contre, les sons que vous entendez sont les sons générés en temps réel par l'œuvre, c'est-à-dire les crépitements du plastique et puis les petites fuites d'air qui se produisent là, dans les formes. Donc, comme mentionné précédemment, je crois, en fait, sinon je vous le dis, j'ai tendance en fait à établir un ensemble de paramètres à l'intérieur desquels je travaille pendant un moment. Puis j'implémente une variable dans l'équation au fur et à mesure que ma compréhension, ma conception de la problématique évolue. Alors, en collaboration avec Samuel Saint-Aubin, autour de 2010 à peu près, Samuel, qui est un artiste également basé à Montréal, mais aussi un technicien hors pair spécialiste en électronique, donc qui est devenu mon complice à cette époque-là. On a développé un premier dispositif où des capteurs PIR, des capteurs de présence infrarouge, ont été utilisés en plus grande quantité, cette fois-ci, pour créer ce que je me plais à appeler un système réactif. Pour permettre aux différentes cellules du règne artificiel de réagir à la présence des visiteurs, mais de façon plus spécifique et non juste créer un effet quand ils entrent dans l'espace de l'œuvre. Donc, des réactions plus spécifiques alors que le spectateur se déplace dans l'espace de l'installation. Simultanément, à cette époque-là, j'ai découvert aussi les ouvrages fascinants de Ernest Haeckel, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un humaniste, biologiste, philosophe, naturaliste, en fait, allemand au 19e siècle, qui était aussi un artiste et qui a découvert, décrit et nommé des milliers de nouvelles espèces. L'œuvre publiée d'Haeckel comprend plus de 100 illustrations détaillées d'animaux, de créatures marines, rassemblées dans un ouvrage qui s'appelle Art Form of Nature, les formes de la nature. Donc, son ouvrage, en fait, ses ouvrages sont une source d'inspiration formelle importante pour mon travail encore aujourd'hui. Donc, les structures de règne artificiel 2 présentaient un caractère résolument organique, mais paradoxalement étaient fabriquées avec du polythène et animées avec des moyens électroniques et mécaniques pour imiter la respiration. Donc, face à ces contradictions matérielles, son caractère immersif et son étrange beauté. En anglais, on a le terme « uncanny », pour lequel je n'ai pas vraiment trouvé de traduction juste encore. Mais donc, face à ça, la réaction des visiteurs est souvent un peu mitigée. Ils sont d'une part séduits, mais en même temps, ils éprouvent un certain malaise. Donc, éventuellement, le système qui a été conçu pour Règne artificiel 2 m'a amené à développer aussi un autre projet. Donc, je fais ici une petite aparté des règnes artificiels. Un projet inspiré d'une métaphore du neuroscientifique Charles S. Sherrington, où il décrit de façon poétique sa conception de ce qui arrive dans le cortex cérébral durant le passage du sommeil à l'éveil. Je vous fais une traduction libre. En fait, il dit la zone supérieure de la masse cérébrale, celle dans laquelle à peine quelques lueurs et mouvements étaient perceptibles au départ, devient alors un champ étincelant de points clignotants rythmiques
qui s'enchaînent. Il y a un enchaînement d'étincelles furtives qui se déplacent de ça et là. Le cerveau s'éveille et l'esprit y revient. C'est comme si la Voie lactée entrait dans une danse cosmique. Rapidement, la masse cérébrale devient et le réseau enchanté. En fait, je préfère de loin l'expression anglaise qui est dit Enchanted Loom, qui fait aussi référence à un métier à tisser, où des millions de navettes clignotantes tissent donc un motif qui se dissout au fur et à mesure qu'il apparaît. Motif toujours significatif, bien qu'impermanent. Une harmonie changeante de sous-modèles. Donc, cette description m'avait vraiment frappée et j'ai eu envie de proposer une expérience incarnée de cette métaphore-là, qui a été évoquée par Sherrington dans son ouvrage Man on His Nature. Et ça a donné donc cette œuvre que j'ai réalisée dans le cadre d'une résidence à Mexico City. Je vous propose encore une fois de regarder un bref extrait vidéo. Dans ce cas-là, l'éveil, si on veut, du réseau de neurones est causé par l'arrivée de visiteurs dans l'espace. Encore une fois, le son et le son généré en temps réel par le dispositif de l'installation. Alors ici, je me permets de faire une autre petite aparté, en fait une aparté cette fois-ci de ma démarche personnelle pour vous parler brièvement d'un travail de collaboration sur lequel je travaille depuis un moment avec Sofiane Audry. Sofiane Audry, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, plus particulièrement de l'apprentissage machine. Si, en fait, vous êtes curieux, Sofiane fera aussi une conférence demain, en anglais, par contre, demain après-midi. Alors, pour en savoir plus sur le domaine de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle, c'est un rendez-vous à la Tour, je crois. Donc, Morphose, c'est un projet de recherche dont la première phase visait le développement d'un prototype en vue d'une production ultérieure d'une œuvre installative robotique qui va s'inscrire dans le champ de la vie artificielle et qui va mettre en scène des comportements et des matériaux adaptatifs. C'est en fait un projet qui est issu de préoccupations communes que je partage avec Sofiane sur la phénoménologie des systèmes vivants. Et on vise en fait à développer une expérience esthétique qui va impliquer la rencontre entre des visiteurs humains et des agents artificiels auto-organisés. La prémisse est assez simple en fait, c'est qu'à partir d'un robot sphérique que j'ai fabriqué un prototype de robot sphérique et la question est à savoir si les corps extérieurs du robot, la forme extérieure du robot est modifiée, de quelle façon ça peut influencer, dans le fond, l'évolution de l'algorithme au niveau de l'apprentissage. Alors, l'idée étant de créer des handicaps sous forme de peau. En fait, je travaille avec du silicone, donc des formes de peau qu'on vient appliquer par-dessus la structure initiale sphérique du robot pour un peu accidenter sa surface et lui donner des difficultés à se mouvoir. Donc, la première étape était la fabrication d'un prototype de robot sphérique. Et puis, par la suite, en fait, on a fait apprendre tout d'abord dans un environnement virtuel. La boule devait apprendre à... Pardon. Est-ce que ça se passe? Oui. Donc, c'est ça. Au début, en fait, il ne se passe pas grand-chose parce que le robot, si on peut l'appeler ainsi, Morphose, n'a aucune idée de ce qu'il est. Ça fonctionne avec un système de contrepoids à l'intérieur. Donc, il doit juste, en fait, le désir qui a été implémenté, c'est apprendre à se mouvoir. Et le robot cherche comme ça à s'orienter dans l'espace.
j'accélère un petit peu parce que je veux pouvoir vous parler de règne artificiel aussi. Mais donc, après cette première phase-là, la deuxième phase, ça a été vraiment de faire des expérimentations physiques. Donc, je fais souvent la blague, c'est l'intelligence qui rencontre la matière. Et à cette étape-là, en fait, on a fait fonctionner le robot et on lui a Prise donné... 2 pour le mode. Ça, c'est peut-être pas... C'est un peu, on a donné comme désir au robot, en fait, comme objectif, de réussir à s'immobiliser sur un point fixe. Donc, il y a un petit point rouge, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, qui est placé quelque part là. Et dans le fond, l'objectif était que le point rouge fasse face au plafond et qu'il se tienne, dans le fond, sur le point qui est diamétralement opposé. Alors, ce que vous voyez, c'est le robot qui apprend à se mouvoir dans l'espace, à utiliser ses contrepoids pour réussir à s'immobiliser, alors que le poids de la peau cherche à l'entraîner toujours vers l'avant. Et donc, on était très émus parce que ça a pris environ 4 minutes et demie, je crois. Évidemment, il y a pas de c'est pas télécommandé, il n'y a pas de programmation. Il n'y a pas de script, en fait, qui a été codé pour le déplacement. Ça évolue sous nos yeux. Donc, c'est là qu'on est rendu pour le moment. Éventuellement, l'idée, c'est de créer une famille de robots avec différents handicaps et puis les présenter dans un environnement qui rappelle un peu l'esthétique aussi d'un musée d'histoire de sciences naturelles et à inviter les visiteurs à observer les différents... Là, vous voyez, je pense qu'il commence à... Voilà, il a compris comment s'immobiliser. Ça semble pas grand-chose, mais bon. Bon, ça va y avoir pris 4 minutes 47 pour apprendre à dormir. Pas si mal pour un petit robot. Pour un bébé robot. Alors, je vous ramène à ma pratique individuelle pour vous parler brièvement d'une œuvre présentée dans l'espace public. Je vois qu'il reste 12 minutes, donc oui, je passe brièvement. Donc, sur cette œuvre, en fait, qui a été présentée à l'été 2018 dans le cadre d'un événement intitulé Truck Stop. Truck Stop, c'est une collaboration de deux structures, deux communautés artistiques du Québec, le Centre Clark à Montréal et l'Œil de Poisson à Québec. C'est un événement qui avait pour ambition de disséminer l'art actuel dans des lieux inusités pour valoriser et remettre en question notre rapport au territoire. Donc, c'est un rendez-vous d'art public qui a pris lieu aux abords d'un tronçon d'une autoroute assez mythique qui s'appelle l'autoroute 20, qui relie donc la métropole à la capitale nationale. C'est pas mythique parce que c'est bucolique, bien au contraire, c'est une autoroute qui est assez drabe avec des constructions d'une architecture vernaculaire de goût douteux souvent. Alors, mon intervention dans ce contexte-là a pris la forme d'une immense structure gonflable intitulée Excroissance. Et puis, en fait, je vais emprunter les mots de Jérôme de Galdo, qui est un critique d'art au journal Le Devoir, pour la décrire, parce que je trouve qu'il a assez bien saisi l'essence. Donc, il dit « Excroissance repose à cheval sur deux bâtiments de manière à la fois festive et lugubre. Pas de fête foraine aux alentours, pourtant. L'objet, gigantesque, a davantage des airs d'une abstraite créature qui aurait envahi un relais composé d'un restaurant, d'un stationnement et d'une station de diesel. L'endroit, presque vide, respire la fin du monde, comme si cette planète qui carbure au pétrole, au poids lourd et au béton avait fini par faire fuir toute l'humanité. » Alors, ça a été présenté pendant 2 mois à l'été 2018. Une autre intervention que j'ai faite dans l'espace public où j'ai révisité en fait ma première structure gonflable que j'avais faite 10 ans auparavant dans le cadre cette fois d'un laboratoire d'art public qui s'appelait Crépuscule, qui était organisé par l'organisme Perte de Signal et qui a lieu dans un parc au centre-ville de Montréal. Dans cette nouvelle manifestation d'alvéoles,
En fait, il y avait 2 objets cinétiques lumineux qui se déployaient au rythme d'une respiration qui était influencée par l'indice de la qualité de l'air ambiant. Les données qui ont été utilisées correspondaient à la concentration d'ozone qui était dans l'air au cours du mois de juillet 2018 et qui provenaient de 2 stations distinctes. La première était située à 7 km environ du parc des Compagnons de Saint-Laurent où a eu lieu l'événement. Et la deuxième était à Mexico City, au centre-ville. L'ozone, c'est une substance qu'on retrouve naturellement dans l'environnement à faible concentration, mais dans les villes, ça peut être formé en grande quantité par une réaction entre les oxydes d'azote et les composés organiques qui sont dans l'air, principalement ceux qui sont émis par les véhicules qui utilisent des combustibles fossiles. Et en plus, les réactions sont intensifiées par l'énergie solaire, d'où des fortes concentrations dans les mois chauds de l'été. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ça a été assez... En fait, j'ai découvert que ces données sont accessibles au public. Ça fonctionne, et puis, en fait, ça fonctionnait selon un code de couleur. J'ai repris littéralement les codes de couleur là, qui étaient sur les sites des villes. En haut, vous aurez deviné que c'était l'alvéole qui correspond à la ville de Montréal et en bas, celle à la ville de Mexico. C'est intéressant de voir aussi que les codes de couleur correspondent à des concentrations de particules, mais les concentrations, en fait, c'est relatif. On va, par exemple, à Montréal, considérer qu'au-dessus de 50 ppm, si je ne m'abuse, on est avec une qualité de l'air qui est plutôt mauvaise, alors qu'à Mexico, c'est acceptable à 50 ppm. Et en plus, nous, ça s'arrête à rouge. À Mexico, ils ont une 4e couleur qui est le violet, que je souhaite qu'on n'atteigne jamais, mais c'est ça qui alors serait vraiment là, catastrophique. Donc, je terminerai là-dessus pour cette intervention. Vous avez une vue plutôt le soir, la nuit. Et puis, pour boucler la boucle, je vous ramène donc aux règnes artificiels qui, pendant ce temps-là, ont continué leur évolution. Et comme toute espèce qui perdure dans le temps, elle évolue. Alors, les objets en soi se sont complexifiés au niveau formel. Ils font plus référence à des micro-organismes maintenant, mais davantage littéralement à des méduses. Le mouvement des objets aussi s'est raffiné à force d'expérimenter avec la mécanique des fluides, l'air en l'occurrence. J'ai découvert des façons plus subtiles d'amener mes objets à se mouvoir en créant des mouvements plus organiques. Donc, règne artificiel 4, l'installation qui va être présentée, en fait, qui est présentée à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 novembre à la Galerie du Beffroi. Et comme vous allez pouvoir le constater, la génération suivant celle des méduses de règne artificiel 3 que vous voyez présentement à l'écran. En fait, règne artificiel 4, ce que vous allez voir à la Galerie du Beffroi, c'est une portion d'une installation de plus grande envergure qui a été conçue et réalisée pour le studio. Le studio, qui est un nouvel espace de diffusion pour les arts numériques et de la scène, qui a vu le jour au Grand Théâtre de Québec il y a quelques semaines avec l'inauguration d'une œuvre de l'artiste montréalais, Herman Colgan. Donc, Règne artificiel 4 est une production du Grand Théâtre de Québec. Et Ariane Plante, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour son travail de commissariat au Mois Multi à Québec, collabore maintenant avec le Grand Théâtre à titre de commissaire pour le volet art numérique du lieu. C'est un projet qui s'inscrit dans le contexte de la mesure 63 du plan culturel numérique du Québec. C'est intéressant quand il y a une volonté politique de soutenir l'évolution du numérique. Bref, Règne artificiel 4, donc c'est en quelque sorte une réitération monumentale de Règne artificiel 3, mais qui va occuper donc cet imposant volume au style architectural brutaliste. Et à l'instar des règnes précédents, donc Règne 4 s'inspire librement d'un courant d'architecture dite réactive qui explore comment, dans le fond, les systèmes naturels et artificiels interagissent. Un des modèles pour la conception puis la réalisation de tels environnements est le biomimétisme, c'est-à-dire la simulation numérique de fonctions, de comportements, de l'agissement des êtres vivants. Donc, concrètement, l'ensemble va se déployer sur 4 étages de l'atrium central du Grand Théâtre en formant 4 sous-groupes.
chaque sous-groupe correspondant à un des étages de la salle de spectacle, donc parterre, mezzanine, balcon, corbeille. Et chaque sous-groupe va être disposé selon un axe sinueux de 10 à 12 éléments. Je vous présente à la Galerie du Beffroi l'équivalent du 4e étage. Donc l'axe en question va subir une rotation à chaque étage de façon à ce que l'ensemble des sous-groupes se déploie dans un grand mouvement hélicoïdal qui peut rappeler la configuration d'un banc de poissons ou certains organismes marins. Je parle d'une réitération, mais en fait, il y a une évolution notable entre cette nouvelle génération et la précédente. D'abord, la taille des éléments qui s'est accrue et leur comportement également qui s'est raffiné. Donc, sans trop entrer dans les détails techniques, il y a des capteurs infrarouges qui vont être situés dans les zones près des gardes de corps, qui vont détecter la présence des visiteurs. Et lorsque ces derniers vont s'approcher de l'œuvre, ça occasionne des réactions dans l'écosystème, dans cet écosystème artificiel, soit des mouvements d'expansion, contraction plus nerveux, variation au niveau de la couleur, de l'intensité lumineuse. Mais là où le comportement aurait évolué, c'est que quand un visiteur s'approche des gardes de corps, c'est la méduse la plus proche qui réagit, puis elle transmet sa réaction à la suivante, qui la transmet à sa voisine. Donc, ça occasionne des réactions en chaîne. Alors, un peu comme un banc de poissons, un essaim d'abeilles ou encore une nuée d'oiseaux, l'ensemble va apparaître tantôt comme une multitude d'individus, tantôt comme une espèce de forme, une masse, en fait, une entité qui présente une forme d'intelligence collective. Le rez-de-chaussée, quant à lui, va offrir un point de vue en contre-plongée, une espèce de point de vue subaquatique où les visiteurs vont pouvoir observer les réactions causées par les interactions aux étages supérieurs s'il y a lieu. À la Galerie du Beffroi, des bancs ont été disposés d'une part et de l'autre de l'installation pour offrir aux visiteurs un point de vue plus contemplatif. Ce point de vue plus contemplatif, en fait, qu'on retrouvera au rez-de-chaussée du Grand Théâtre et peut-être le temps de souffler un peu aussi. En terminant, je vous invite donc à aller expérimenter l'installation à la galerie et puis je vous laisse avec quelques images de cette manifestation précédente de l'espèce en question. Et je vais emprunter les mots de Nathalie Bachand, commissaire, qui la décrit d'une façon que j'aime bien. Elle dit « Dans la nuit de la boîte noire, les créatures lumineuses de l'installation cinétique Règne artificiel 3 se déploient au rythme d'une respiration régulière. L'air vient insuffler le mouvement d'une vie mécanique, mimésis d'existence subaquatique. Suspendus en surplomb dans la noirceur, les corps de polythène gonflables évoquent cette nature cachée des fonds marins. Mouvement souterrain, méandre du subconscient. Je saute une petite portion du texte pour conclure avec l'idée qu'au cœur de cette réflexion, qui repose sur une combinaison d'anxiété et d'espoir, réside l'utopie d'harmoniser le monde artificiel et les processus naturels.